s'éloignant au coucher du soleil, les cheveux au vent, sans le moindre souci au monde. Les femmes, membres du tristement célèbre gang de motards, les Hells Angels, sont redoutables à bien des égards. Belles, rusées et dangereuses, elles comptent sans doute parmi les membres les plus dangereuses que le club ait jamais connus. Sandy, le serpent. Sullivan, Sandy. Sullivan avait tout d'une dangereuse hors-la-loi. Intelligente, résistante, elle inspirait la crainte à quiconque osait la défier. Elle connaissait aussi les rouages des Hells Angels sur le bout des doigts. Un défi de taille pour n'importe qui, mais surtout pour une femme. Car les Hells Angels se considèrent comme une fraternité. Autrement dit, les femmes ne sont pas admises dans leur communauté. S'il y en a, elles sont généralement qualifiées de vieilles dames. En clair, à l'époque de Sandy Sullivan, la seule affiliation possible pour une femme avec les Hells Angels était d'être l'épouse ou la petite amie d'un membre. Sandy avait bel et bien une affiliation. Son père avait longtemps été un homme de main de la section de Los Angeles de ce groupe hors la loi. Il avait remarqué la détermination dans le regard de Sandy bien avant tout le monde et voulait qu'elle perfectionne son art. Il commença à l'emmener dans les QG à une époque où les femmes étaient tenues à l'écart. Le père de Sandy, lui, n'en avait cure. Il savait que sa fille finirait par diriger tout le club. À 18 ans, Sandy lui donna raison en s'imposant comme l'une des rares femmes membres de la section de Los Angeles. Imaginez, au milieu de ces motards baraqués, il y a Sandy, blonde et magnifique, tout aussi coriace, voire plus. D'ailleurs, parlons de son surnom, le serpent. Vous avez peut-être entendu parler des Mongols, un gang rival qui se dispute les Hells Angels depuis des temps immémoriaux. Les Mongols gagnaient du terrain autour de Los Angeles et menaçaient la domination des Noatwai Hells Angels dans la région. Il fallait les arrêter. On pourrait croire qu'en tant que membre de ce groupe de hors-la-loi notoire, Sandy aurait agi comme n'importe quel homme de son entourage et aurait immédiatement eu recours à la violence. La vérité, c'est qu'elle ne l'a jamais fait, car elle n'en a jamais eu besoin. Il lui suffisait de savoir se sortir d'une situation par la parole. Son venin résidait dans sa capacité à manipuler n'importe quelle situation, semant la discorde interne, et c'est précisément ce qu'elle fit avec les Mongols. Elle ne leva jamais la main. Au contraire, elle infiltra le groupe rival de l'intérieur, les poussant à s'entretuer et à faire scission. Elle triompha par le nombre, car une fois que les motards quittèrent les Mongols, ils cherchèrent à rejoindre les Hells Angels. Et à qui firent-ils confiance pour les guider dans ce nouveau chapitre? À nul autre que le serpent en personne. Cela ne signifie pas pour autant que Sandy n'eut jamais recours à la violence. Elle le fit avec parcimonie, seulement lorsque c'était nécessaire. Le nom de Sandy fut mentionné dans plusieurs enquêtes policières, dont certaines la liant à des disparitions forcées et même à des meurtres de membres de groupes rivaux. Finalement, aucune de ces accusations ne put être retenue et Sandy disparut, insouciante et libre. Habiba Kajan. Les Hells Angels ont acquis une grande notoriété en Amérique du Nord, et bien qu'ils soient originaires des États-Unis, une faction sans doute plus dangereuse sévit au Canada. C'est le cas d'Habiba Kajan, une résidente de London, en Ontario, âgée de 43 ans, dont le visage a fait la une des journaux en 2019, lorsqu'elle a été impliquée dans les Hells Angels. En décembre 2019, dans le cadre de l'opération Hobart, la police provinciale de l'Ontario a arrêté Kajan ainsi que 27 autres personnes, dont Robert Barletta, membre fondateur de la section des Hells Angels de London. L'enquête a mis au jour un vaste réseau de jeux de hasard illégaux qui aurait généré environ 131 millions de dollars sur 5 ans. Kajan a été inculpé de plusieurs chefs d'accusation, notamment possession illégale d'une arme à feu et participation à des opérations de jeux de hasard.
Les autorités ont allégué que sa résidence, située au 203 chemin Commissionneur, servait à blanchir l'argent provenant d'activités de jeux de hasard illégales, à entreposer des armes à feu illégales et à faciliter ses opérations. Cependant, la police n'a plus aucun moyen concret de la relier à ces crimes. Pourquoi ? Quelques semaines seulement après son arrestation, et bien avant que la police n'obtienne un mandat de perquisition pour sa propriété d'1 million de dollars, un incendie s'est déclaré, détruisant la maison et tout ce qu'elle contenait, y compris toutes les preuves. Cet incendie a-t-il été délibérément provoqué par Khajan et les Hells Angels pour dissimuler d'autres preuves de leurs activités de jeu illégales? La maison étant réduite en cendres, les procureurs sont dans l'incapacité de le prouver. En novembre 2020, Khajan a intenté une action en justice contre sa compagnie d'assurance, réclamant 3,3 millions de dollars après que celle-ci a refusé de couvrir les dommages causés par l'incendie. L'assureur a soutenu que Khajan avait violé son contrat en ne divulguant pas ses liens présumés avec les Hells Angels et en se faisant passer pour la seule propriétaire de la propriété. Les procédures judiciaires entourant Khajan et les autres personnes arrêtées lors de l'opération Hobart ont été complexes. Bien que les accusations criminelles aient été importantes, les résultats ont varié, certaines accusations ayant été retirées ou ayant abouti à des condamnations moins lourdes. Néanmoins, l'opération a mis en lumière l'étendue des réseaux de jeux illégaux en Ontario et leurs liens présumés avec des groupes criminels, organisés comme les Hells Angels. L'affaire Khajan met en lumière les difficultés rencontrées par les forces de l'ordre pour démanteler des organisations criminelles sophistiquées et les batailles juridiques complexes qui s'ensuivent souvent à la suite de telles opérations. Rosie, rage au volant. Ramirez, comment une femme peut-elle intégrer une prétendue fraternité? Cela peut paraître insurmontable, mais pour Rosie Ramirez, rien n'était impossible. D'autant plus qu'elle rêvait d'appartenir aux Hells Angels depuis toujours. Ayant grandi dans un quartier pauvre d'Arizona, la famille Ramirez n'avait pas grand-chose à faire. Rosie venait d'une famille nombreuse, malheureusement trop pauvre pour subvenir aux besoins d'un foyer aussi grand. En clair, elle a toujours dû se débrouiller seule. Elle devait se frayer un chemin dans la vie. Il n'y avait pas de raccourci, surtout pas pour rejoindre ce gang de hors-la-loi notoire. Adolescente, Rosie s'est affiliée à un gang de motards local et a gravi les échelons jusqu'au sommet. Elle ne comptait que sur sa force brute, et Rosie n'en avait pas à revendre. Mieux valait ne pas croiser Rosie sur la route. Bien que cette motarde hors-la-loi fût une conductrice hors pair, elle avait aussi un caractère explosif. En clair, si vous lui coupiez la route sur l'autoroute, elle était prête à vous poursuivre, à vous faire sortir de la route. Et pire encore, on ne gagne pas le surnom de rage au volant en étant la personne la plus patiente du monde. Les Hells Angels n'étaient pas ravis à l'idée que le gang de motards local soit intégré à la section d'Arizona, surtout que Rosie en faisait partie. L'ont-ils accepté par pure gentillesse? Pensaient-ils qu'elle serait bientôt exclue du clubhouse parce qu'elle était une femme? Peut-être, mais ils ont gravement sous-estimé sa ténacité. Non seulement elle a prouvé qu'elle était coriace, mais elle a aussi démontré qu'elle était un membre essentiel du groupe en battant des membres d'un gang rival. Rosie et ses camarades Hells Angels étaient en infériorité numérique face aux membres du gang rival. La situation aurait pu mal tourner pour eux, mais ce ne fut pas le cas. Les Hells Angels ont félicité Rosie pour sa bravoure et sa résistance face à ses rivaux, allant même jusqu'à en tuer un ou deux. Cet acte a consolidé sa place au sein du gang. Plus jamais personne n'oserait remettre en question la légitimité de Rosie Ramirez. Alaina Vader savoure sa liberté retrouvée. Comment pourrait-il en être autrement? Malgré ses liens étroits avec les Hells Angels, son équipe de défense a réussi à prouver qu'elle n'était qu'une simple spectatrice. Après tout, les Hells Angels n'acceptent pas les femmes dans leur rang, n'est-ce pas?
C'est ce genre de défense qui a permis à des femmes associées aux Hells Angels d'échapper à toute poursuite. C'est aussi ce genre de défense qui explique le nombre croissant de femmes rejoignant les Hells Angels. Bien que le club ait été fondé comme une communauté exclusivement masculine, les femmes ont toujours fait partie de son cercle restreint. Aux yeux du monde extérieur, ces femmes semblaient mêlées à quelque chose qui les dépassait. Mais pour des femmes comme Alaïna, c'était tout à fait naturel. Également connue sous le nom d'Alaïna Diana Jones, Alaïna Vader est devenue une figure marquante du milieu des motards hors-la-loi australiens en raison de sa relation avec Ben Notorious Geppert, ancien membre des Hells Angels. Son petit ami était un habitué des activités criminelles et des controverses, connu pour son implication dans des affaires graves, ce qui rendait sa relation avec Alaïna d'autant plus remarquable. C'est par ce biais qu'elle s'est retrouvée mêlée au monde criminel des Hells Angels, où la loyauté, le secret et le danger étaient monnaie courante. Si l'implication criminelle directe de Vader reste floue, sa relation avec Geppert lui a probablement permis d'accéder à certains rouages internes des Hells Angels. Comme beaucoup de femmes liées à des clubs de motards hors la loi, son implication était peut-être plus profonde que ce que l'on savait publiquement. Dans ce genre de situation, les femmes jouent souvent un rôle clé en coulisses, qu'il s'agisse d'apporter un soutien, de gérer la logistique ou de veiller au bon fonctionnement des opérations pendant que leurs partenaires se livrent à des activités illicites. Bien souvent, des femmes comme Vader ne sont pas de simples observatrices passives, mais des participantes actives qui contribuent à naviguer dans le monde dangereux et complexe du crime organisé. Angie, Anarchy, Anderson, les Hells Angels ont toujours été accueillis avec suspicion dès que leur moto débarquait en ville. Il y a quelque chose chez ces membres, leurs grosses cylindrées, leurs blousons de cuir et leurs tatouages apparents, qui agacent. De plus, certains d'entre eux sont impliqués dans des activités illégales, et plusieurs de leurs locaux ont fait l'objet d'opérations d'infiltration en raison de la criminalité qui y sévit. Oui, les Hells Angels traînent une réputation sulfureuse, c'est indéniable. Mais ce gang hors la loi est bien plus que cela. Et pour quelqu'un comme Angie, Anarchy, Anderson, c'était une famille. Voici l'histoire d'une jeune femme qui a rejoint les Hells Angels alors qu'elle n'avait littéralement rien d'autre. Née et élevée à Détroit, Angie a quitté le domicile familial au début de son adolescence à cause de violences. Elle était démunie et n'avait personne vers qui se tourner, si ce n'est, bien sûr, d'autres personnes dans la même situation. Comme Angie, d'autres futurs membres des Hells Angels, issus de milieux défavorisés, cherchaient une famille. Ce groupe de marginaux finit par rencontrer les hors-la-loi. Et c'est là qu'Angie trouva sa place. Elle devait la vie aux Hells Angels et était prête à en sacrifier quelques-unes pour eux. Cela impliquait un soutien indéfectible au gang et d'être la première à se défendre face à la menace. Angie était une exception, une femme au sein de cette prétendue fraternité. Mais elle fut accueillie à bras ouverts. Elle gagnerait plus tard le surnom d'Anarchy, prête à tout pour défendre ceux qu'elle aimait. Et elle aimait sa fraternité. Lisa Melina Hesse. Personne ne fait ça comme la section allemande des Hells Angels, et on pèse nos mots. La section de Hambourg, en particulier, est réputée pour son extrême brutalité, s'assurant que quiconque croise son chemin soit éliminé. On a tous entendu parler de disparitions forcées, de meurtres mystérieux et de forces de l'ordre à bout de nerfs, tentant désespérément de résoudre l'affaire. Hambourg parvient toujours à passer entre les mailles du filet. Mais que se passerait-il si c'était les Hells Angels qui avaient besoin de l'aide de la police? Eh bien, en 2018, suite à la tentative d'assassinat de Dariush, le chef de la section de Hambourg, les Hells Angels se sont tournés vers la police. Ils étaient loin de se douter que l'agresseur était l'une des leurs.
une jeune femme qui plus est. Voici l'histoire de Lisa Melina S., une affiliée des Hells Angels de 29 ans, très proche de Dariush. On pouvait toujours croiser Lisa au local de Hambourg, entourée d'autres membres des Hells Angels. Elle était dure à cuire, d'une solidité à toute épreuve, mais les membres allemands refusaient de la reconnaître comme l'une des leurs. Cela ne signifiait pas que Lisa n'en avait pas les capacités, mais simplement que les membres hésitaient à accueillir une femme. Malgré tout, Lisa gravit les échelons avec la plus grande discrétion et, rapidement, elle atteignit le sommet, Dariush à ses côtés. Mais elle en voulait plus. Elle voulait trouver un moyen de devenir la chef des Hells Angels. En effet, la section hambourgeoise de ce gang hors la loi travaille comme homme de main pour d'autres gangs et organisations. Ils utilisent la force brute pour parvenir à leurs fins. C'est peut-être pourquoi ils n'ont jamais soupçonné Lisa d'être la véritable instigatrice du meurtre de leur président. Quoi qu'il en soit, en décembre 2018, alors que Dariush attendait à un feu rouge dans sa Bentley sur la Millantorplatz, une Mercedes s'est arrêtée à sa hauteur et il a été criblé de balles, se retrouvant paralysé et en fauteuil roulant. Lisa a été identifiée comme la propriétaire de la Mercedes à l'origine des tirs. C'est là que l'histoire se complique. Si Lisa fréquentait assidûment le repère du club de Hambourg, elle menait en réalité une double vie. Elle avait également des liens avec le gang rival des Mongols. L'instigateur de cette attaque a été identifié comme étant Arash, son petit ami et proxénète, et de l'époque, qui occupait une position importante au sein du club de motards des Mongols. L'enquête a révélé qu'Arash avait coordonné l'assassinat depuis sa prison, ordonnant à Lisa Melina de faciliter l'exécution. Après l'attaque, elle a pris la fuite, mais a été appréhendée peu après. Devant le tribunal, elle a reconnu sa participation, expliquant qu'elle voyait dans cet acte une occasion de prouver sa loyauté à Arash. Lisa a été condamnée à 12 ans de prison pour tentative de meurtre, mais beaucoup pensent qu'elle n'aurait pas fait autant pour Arash, qui était déjà incarcéré. En effet, pour sa complicité dans ce crime, Arash a été condamné à la prison à vie. Pourquoi Lisa aurait-elle gâché sa vie avec quelqu'un qui n'avait aucun moyen de la recontacter dans le monde réel? Beaucoup pensent qu'après avoir vu la vie qu'avait menée Arash, elle a voulu en faire partie. N'ayant pu intégrer les Mongols, elle s'est tournée vers les Hells Angels. Son affiliation avec Dariush n'avait d'autre but que de le mettre en confiance. Lisa comptait-elle devenir membre des Hells Angels? Comptait-elle rester chez les Mongols? Ou était-ce là le premier pas vers la création d'un groupe bien plus vaste que les deux seuls? Molly, Mad Dog, MacDougall, soit on fait partie des Hells Angels, soit on n'en fait pas partie. Malheureusement, pour beaucoup de femmes, la réalité est qu'elles ne sont jamais vraiment acceptées au sein de ce gang hors la loi. La présence de femmes dans un gang de motards est encore mal vue et les Hells Angels ne voulaient pas être parmi les premiers à bousculer les traditions. Mais Molly MacDougall avait ce petit quelque chose qui les a poussés à enfreindre les règles. Après tout, c'était la Mad Dog. La force des Hells Angels ne repose pas sur le nombre, mais sur la force brute. C'est le regard noir qu'ils lancent à ceux qui croisent leur chemin qui les fait dévier. C'est leur allure fière et droite, leurs écussons bien en évidence. Pour devenir membre, Molly devait incarner l'esprit hors la loi, et elle l'a fait à la perfection. Son esprit rebelle lui avait déjà causé des ennuis. Dès son plus jeune âge, elle était considérée comme une hors-la-loi, refusant d'obéir à qui que ce soit. La seule personne qu'elle écoutait vraiment, c'était elle-même, mais la chien en folie dut se calmer considérablement lorsqu'elle rejoignit les Hells Angels. En tant que femme, elle fut placée sous probation pendant un certain temps. Molly dut travailler 2 fois plus que n'importe quel homme des Hells Angels. Elle devait s'imposer et s'assurer le respect de tous.
Molly se forgea une réputation sulfureuse au sein des Hells Angels. Connue pour son tempérament explosif et son intrépidité, elle resta constamment dans le collimateur des forces de l'ordre. Pourtant, elle semblait toujours avoir un coup d'avance. Molly n'était pas seulement dure à cuire, elle était légendaire. On admirait son courage et on le redoutait aussi. Sa loyauté envers les Hells Angels ne faiblit jamais, et son audace entra dans la légende du monde motard. Aujourd'hui encore, son nom est synonyme de puissance. L'histoire de Molly nous rappelle jusqu'où le courage et l'audace peuvent mener. Marie-Antoinette Buguet, un jour, vous menez une vie normale, et le lendemain, votre visage fait la une des journaux. C'est le genre de retournement de situation inattendu auquel on peut s'attendre lorsqu'on est associé aux Hells Angels. En 2017, une femme de 40 ans, en apparence ordinaire, s'est retrouvée au cœur d'une affaire judiciaire après son arrestation à son domicile de New Brunswick. Voici l'histoire de Marie-Antoinette Buguet, une habitante d'une petite ville, connue pour être une proche collaboratrice et complice de la section nomade des Hells Angels de New Brunswick. Buguet était étroitement liée à Robin Moulton, membre à part entière des Hells Angels MC, nomade, note de bas de page. Leur relation dépassait le cadre personnel. Buguet était associé à l'entreprise de Moulton, qui vendait des vêtements ornés de l'insigne des Hells Angels. Ce lien soulignait son intégration profonde à la culture et aux activités du club. Le 22 août 2017, Moulton fut arrêté, ce qui déclencha une enquête et mena à l'arrestation de Buguet le 29 août 2017. Lors d'une perquisition à son domicile de la rue Aberdeen à Fredericton, les autorités découvrirent de la drogue, des armes à feu et de la fausse monnaie. Il était évident que le rôle de Buguet, au sein de la section des nomades, était celui d'une personne dont la police s'attendait le moins à ce qu'elle soit impliquée dans des activités criminelles. C'est peut-être ce qui faisait d'elle l'une des membres les plus dangereuses de cette section. Pour le citoyen lambda du Nouveau-Brunswick, Buguet était une femme ordinaire menant une vie ordinaire, et tout chez elle semblait banal. Mais en réalité, elle avait des liens avec l'un des groupes hors la loi les plus notoires au monde. La police reconnut avoir tenté pendant des années de relier Moulton à une multitude de crimes, mais sans jamais parvenir à rassembler suffisamment de preuves. Finalement, lors d'une opération d'infiltration, ils réalisèrent que si Moulton avait pu échapper à la justice si longtemps, c'était uniquement grâce à la protection de Buguet. Buguet ne serait pas la seule femme de l'histoire des Hells Angels à mener une double vie. En réalité, elle faisait partie des nombreuses femmes associées à ce gang hors la loi, dont le rôle principal était la tromperie. En 2017, Buguet fut arrêtée à son domicile, menottée, à la grande surprise de la population locale. Accusée de possession de cocaïne en vue d'en faire le trafic et de possession d'une arme prohibée, elle fut placée en détention provisoire et sa comparution devant le tribunal fut fixée au 1er septembre 2017. En octobre 2018, Buguet plaida coupable des chefs d'accusation suivants: possession d'une arme à feu chargée sans permis, possession de cocaïne et possession de biens provenant d'activités criminelles. Elle fut condamnée à 30 mois de prison et à une interdiction de posséder des armes à feu pendant 10 ans. De plus, la somme de 77 000 $ saisie lors de son arrestation a été confisquée au titre du produit du crime. L'implication de Buguet avec les Hells Angels MC Nomads NB illustre la complexité des relations au sein des gangs de motards hors la loi. Son cas sert d'avertissement. Lena Lethal Lawson. Dans l'univers des Hells Angels, où le surnom est primordial, Lena a hérité du titre de Lethal. Cette jeune recrue venait des terres rudes et glacées de l'Alaska. Elle affirmait que son foyer et son enfance difficile l'avaient forgée, forte, discrète et perspicace. Lena n'était pas du genre à parler, et encore moins à charmer. Elle ne croyait pas qu'on puisse réussir par la
paroles, ni par la manipulation. Elle agissait, et quand elle agissait, on la remarquait. Chacun de ses gestes était réfléchi, et si vous vous mettiez en travers de son chemin, vous n'aviez pas droit à l'erreur. Dès son plus jeune âge, Lena avait un don pour la mécanique. Elle pouvait démonter une moto et la remonter en mieux. Un atout précieux pour les Hells Angels. Mais ce n'était pas seulement ses talents de mécanicienne qui la faisaient remarquer. C'était aussi sa façon de gérer les menaces. Lena n'était ni imprudente ni violente sans raison. Mais si quelqu'un s'en prenait à elle ou à son équipe, elle savait exactement comment les neutraliser rapidement. La police la surveillait constamment, mais elle avait le don de rester hors de leur portée. Intelligente, elle savait naviguer entre légalité et illégalité sans se faire prendre. L'un de ses exploits les plus célèbres fut lorsqu'elle déjoua une embuscade tendue par un gang rival. Tous s'attendaient à ce qu'elle soit en infériorité numérique, mais au lieu de cela, elle les surpassa, brisa leur rang et s'en sortit victorieuse. Lena, létale. Lawson n'était pas une motarde comme les autres. Elle incarnait tout ce que représentaient les Hells Angels, la loyauté, la force et l'indépendance. Elle ne suivait pas les règles du monde extérieur. Elle avait créé les siennes et les respectait scrupuleusement. Son histoire n'est pas seulement celle d'une femme forte. C'est aussi celle d'une personne astucieuse, compétente et intrépide dans un monde où c'est ce qu'il faut pour survivre. Lofe Owen. Lofe, Gail Owen est surtout connue pour ses liens étroits avec le club de motards Hells Angels, notamment son mariage avec Kenneth J. Owen, membre éminent du club. Son implication lui a valu de nombreux démêlés avec la justice au fil des ans. Lofe était une femme dangereuse à part entière. Son histoire illustre à quel point certains membres étaient profondément ancrés dans le monde des motards hors la loi, non seulement par alliance, mais aussi par leurs actes. Elle n'avait pas peur de la loi et, bien souvent, elle la déjouait. Son histoire nous rappelle qu'au sein de groupes comme les Hells Angels, ce ne sont pas seulement les hommes qui font des vagues. Parfois, les figures les plus discrètement dangereuses sont celles qui se tiennent juste à leur côté. Lofe n'était pas seulement liée aux Hells Angels, elle était profondément impliquée dans le mode de vie qui en découlait. En tant qu'épouse de Kenneth, acteur clé du trafic de drogue du club, Lofe savait parfaitement à quoi s'attendre. Kenneth s'était forgé une réputation au sein des Hells Angels pour avoir dirigé d'importants réseaux de distribution de stupéfiants. Lors d'une perquisition menée par des agents fédéraux à leur domicile d'Oakland en 1987, près d'1 million de dollars en liquide, une machine à compter les billets crachant des coupures de 100 dollars et même une recette de fabrication de drogue étiquetée « Fonds de défense juridique RICO » furent découverts. Un avertissement à peine voilé des poursuites judiciaires qui les attendaient. Il faut savoir que Lofe n'était pas une simple spectatrice dans l'univers de Kenneth. Elle n'était pas en reste. Son casier judiciaire remontait à 1969 et n'a cessé de s'allonger depuis. En 1981, elle et une autre femme furent arrêtées alors qu'elles aidèrent à cacher un membre fugitif de la fraternité aryenne qui s'était évadé de prison. Lors de leur arrestation, des mitrailleuses et des munitions étaient dissimulées dans la cabane. Ce ne fut pas son dernier démêlé avec la justice. En 1995, la police perquisitionna une vaste propriété à laquelle elle était liée et y découvrit des véhicules volés, des armes à feu de gros calibre et du matériel laissant supposer l'existence d'un laboratoire de méthamphétamine. Elle était accusée de tout, du recel à la planification d'un trafic de drogue. Les Hells Angels, surtout dans la région de la baie de San Francisco, n'étaient pas seulement des voyous. C'étaient des criminels impitoyables et endurcis. Leur réputation de violence et de trafic de drogue n'était un secret pour personne, et Kenneth était l'un de leurs principaux membres. Lofe n'était pas une simple spectatrice.
elle tirait parfois les ficelles. Elle parvenait à rester discrète en public tout en contribuant à maintenir le chaos en coulisses qui alimentait le réseau criminel du club. Tara Tornado Thompson est l'une des femmes les plus respectées et redoutées des Hells Angels. Connue pour son caractère bien trempé et son franc-parler, elle s'est rapidement fait un nom dans un monde dominé par les hommes. Au sein d'un club où les femmes doivent souvent relever des défis pour prouver leur valeur, Tara ne s'est pas contentée de s'intégrer. Elle s'est démarquée. Son surnom, Tornado, reflète parfaitement sa personnalité fougueuse et le chaos qu'elle pouvait semer à la moindre occasion. Membre des Hells Angels, elle s'est impliquée dans diverses activités, faisant preuve d'une loyauté sans faille envers le club et son mode de vie dangereux. Tara s'est forgé une réputation de femme n'ayant pas peur de se salir les mains, que ce soit en tenant tête dans des situations difficiles ou en assumant des tâches que d'autres auraient évitées. Au fil des ans, Tara a gagné le respect des membres du club, non seulement pour son audace, mais aussi pour son engagement indéfectible envers les Hells Angels. Sa capacité à évoluer dans cet univers masculin témoigne de l'influence croissante des femmes dans la communauté des motards hors la loi, où elles s'approprient progressivement des rôles de plus en plus importants. Tara Tornado Thompson a prouvé que les femmes pouvaient être tout aussi redoutables, voire plus dangereuses, que leurs homologues masculins. Kimbra Townsend est souvent associée au côté obscur du monde des motards hors la loi. Elle s'est fait connaître au début des années 1980 lorsqu'elle a été arrêtée pour avoir aidé Michael Howard Walton, un fugitif de la fraternité aryenne qui s'était évadé de prison. Cette arrestation a mis en lumière son implication dans un monde qui prospère grâce au secret, à la loyauté et au crime, des éléments clés de la culture des motards hors la loi. Bien qu'il n'existe aucune preuve formelle de son lien direct avec les Hells Angels, ses relations avec des clubs hors la loi, y compris les Hells Angels, sont avérées. Dans le milieu des clubs de motards hors la loi, les femmes comme Kimbra jouent souvent un rôle bien plus important qu'on ne le pense. Si ces clubs sont connus pour leur direction masculine dominante, les femmes sont des actrices essentielles de leur fonctionnement. Elles agissent souvent comme complices, confidentes, voire cerveaux d'activités illégales, telles que le trafic de drogue, le blanchiment d'argent et le trafic d'armes. Kimbra savait habilement utiliser sa position pour manipuler les hommes qui l'entouraient, usant de son charme et de son influence à son avantage. Bien qu'elle ait pu paraître comme une simple spectatrice, l'implication de Kimbra était bien plus profonde. Elle avait probablement accès à des informations sensibles et jouait un rôle dans les opérations du club. En restant discrète, elle a su manipuler les situations et conserver une position influente au sein du réseau criminel. Dans un monde où les femmes sont souvent sous-estimées, Kimbra était passée maître dans l'art d'utiliser son intelligence et ses relations à son avantage, ce qui la rendait indispensable dans l'univers des motards hors la loi. Fiona Firebrand Fitzpatrick, dans un monde où les règles étaient faites pour être transgressées. Fiona Firebrand Fitzpatrick se distinguait. Non seulement elle vivait dans le chaos, mais elle y prospérait. Née et élevée à Chicago, Fiona n'était pas du genre à se laisser porter par le courant. Dès son plus jeune âge, elle s'opposait à quiconque tentait de lui dicter sa conduite. Cet esprit rebelle n'a fait que s'affirmer avec l'âge, l'amenant finalement au sein des Hells Angels. Fiona n'était pas une simple membre. Elle s'est fait connaître pour ses discours enflammés et son attitude intransigeante. Elle a défié haut et fort les normes sociales, ce qui lui a valu le surnom de Firebrand. Ses paroles galvanisaient les esprits, notamment chez les autres Angels, faisant d'elle une voix influente au sein du groupe. Mais elle n'était pas que paroles. Fiona agissait aussi.
Quand la situation se compliquait, elle était en première ligne, affrontant les gangs rivaux et menant le combat. Son style de leadership était atypique, mais efficace. Fiona a inspiré les gens à se battre avec plus d'ardeur, non seulement avec les poings, mais avec conviction. L'un de ses moments les plus marquants fut lors d'une vaste opération de répression contre les gangs de motards à travers la ville. Alors que la plupart des groupes cherchaient à se faire discrets, Fiona fit tout le contraire. Elle organisa des manifestations bruyantes et sans concession qui attirèrent l'attention et provoquèrent une forte réaction des forces de l'ordre. C'était sa façon de montrer au monde que les Hells Angels ne reculeraient pas sans se battre. Bien sûr, son esprit rebelle l'amena à s'affronter à la police à plusieurs reprises. Fiona avait le don de se sortir d'affaire juste au moment où elle semblait acculée. Son intelligence et son courage lui ont évité la prison un nombre incalculable de fois. Fiona Firebrand. Fitzpatrick n'était pas du genre à jouer la sécurité, ni à suivre les règles. Elle incarnait la rébellion, l'indépendance et la conviction que personne ne pouvait lui dicter sa conduite, ni à elle, ni à son groupe. Elle s'est fait un nom, non pas par des paroles fortes ou des coups d'éclat, mais en restant fidèle à son combat, quel qu'en soit le prix. Son héritage est celui de la passion, de la rébellion et d'une flamme qui ne s'est jamais vraiment éteinte. Geneviève Dubois, les Hells Angels, fondés en 1948 en Californie, sont devenus l'un des clubs de motards hors la loi, les plus tristement célèbres au monde, avec une présence significative au Canada. Leur implication dans le crime organisé, notamment le trafic de drogue, est bien documentée. De fait, le monde entier est aujourd'hui au courant des activités criminelles de ce gang. Si vous croisez quelqu'un arborant l'emblème des Hells Angels sur son blouson de cuir, le mieux est de faire demi-tour et de prendre vos jambes à votre cou. Cependant, les Hells Angels jouissent d'un certain sentiment d'unité et d'un prestige interne. Pour Geneviève Dubois, être membre signifiait appartenir à quelque chose de bien plus grand qu'elle. C'est pourtant cette illusion qui a conduit à sa mort en 1999. Que s'est-il passé? Qui était Geneviève et pourquoi les Hells Angels la considéraient-ils comme une menace? Geneviève Dubois aurait été impliquée dans un réseau de trafic de drogue lié au club de motards des Hells Angels. Les autorités soupçonnaient les motards de l'avoir tuée par crainte qu'elle ne collabore avec les forces de l'ordre. La mort de Dubois, en 1999, serait liée aux efforts des Hells Angels pour éliminer les informateurs potentiels au sein de leur rang. Cette période fut marquée par la guerre des motards du Québec, un conflit violent entre clubs de motards rivaux, dont les Hells Angels, pour le contrôle des territoires du trafic de drogue. Cette guerre fit de nombreuses victimes et mit en lumière les tactiques brutales employées par ces organisations pour maintenir leur domination. Hells Angels ont longtemps cultivé une image hyper masculine, mais leur dépendance envers les femmes au sein de leur réseau révèle une dynamique complexe et contradictoire. Les femmes sont fréquemment intégrées à leur univers en tant que petites amies, épouses ou collaboratrices de confiance. Elles sont souvent employées pour des tâches discrètes, comme le transport de drogue, la gestion d'argent ou la mise à disposition de planques pour échapper aux forces de l'ordre. Il ne faut pas se méprendre. Elles ne sont pas entraînées dans ce monde par la force. Elles en sont des membres actifs, du moins. C'était le cas pour Geneviève. Les autorités pensaient qu'avant son assassinat en 1999, elle était une membre active qui connaissait les rouages internes des Hells Angels. Malheureusement pour elle, les Hells Angels ont rapidement réalisé qu'elle en savait trop. Au fil du temps, de nombreuses femmes comme Geneviève deviennent bien plus que de simples figurantes. En se rapprochant des membres haut placés, elles se voient confier des secrets, sont initiées au fonctionnement interne du club et deviennent parfois les gardiennes d'opérations cruciales. Et dans certains cas,
Comme celui de Geneviève, cette confiance se transforme en fardeau. Rappelons qu'elle était autrefois une proche collaboratrice au sein d'un réseau de trafic de drogue lié aux Hells Angels. Les autorités soupçonnent que son assassinat a été orchestré par les motards eux-mêmes, craignant qu'elle ne devienne une informatrice. Sa mort révèle une paranoïa plus profonde au sein du club. La crainte que les femmes, même sur lesquelles ils comptaient, puissent utiliser la confiance qu'elles avaient gagnée pour les nuire. Que ce soit par manipulation, instinct de survie ou véritable désillusion, certaines femmes ont atteint un niveau de pouvoir supérieur aux attentes des hommes, et cela les rendait dangereuses. Pour un groupe si obsédé par le contrôle et la loyauté, l'idée qu'une femme puisse être leur talon d'Achille est menaçante. Dans certains cas, c'est même un motif d'élimination. Daisy, Death Wish, Donovan, dans le monde des motards. Hors la loi, le courage n'est pas une option, c'est une question de survie. Pour Daisy Death Wish, Donovan, c'était plus qu'une question de survie, c'était son identité. Née dans les contrées sauvages et accidentées du Colorado, Daisy avait l'habitude de repousser les limites. Elle ne se contentait pas de flirter avec le danger. Elle le poursuivait, l'accueillait et l'intégrait à sa personnalité. C'est cette soif insatiable d'adrénaline qui l'a finalement menée aux Hells Angels, un groupe connu non seulement pour son amour de la liberté, mais aussi pour sa réputation de brutalité et sa domination violente, en particulier au sein de leur section du Colorado. L'intégration de Daisy au sein du club n'a pas été facile. Les Angels ne distribuaient pas le respect, surtout pas aux femmes. Mais Daisy n'a pas attendu qu'on lui donne la permission. Elle s'est imposée de manière à être incontournable. Son heure de gloire est arrivée lorsqu'un gang rival a volé une moto de grande valeur aux Angels. Tandis que les autres hésitaient, Daisy est passée à l'action. Elle a pénétré en territoire ennemi, a récupéré la moto et s'est enfuie indemne. Ce coup d'éclat lui a valu le surnom de Death Wish et quelque chose d'encore plus difficile à obtenir, l'acceptation. De là, elle s'est taillée une place dans un monde qui ne l'avait pas préparée. Si la section du Colorado des Angels était redoutée pour sa brutalité et son contrôle autoritaire de son territoire, Daisy s'y est parfaitement intégrée. Son sang-froid, sa loyauté et son calme à toute épreuve ont fait d'elle bien plus qu'une simple membre. Elle est devenue indispensable. Sans cesse, elle se portait volontaire pour les missions que personne d'autre ne voulait. Missions périlleuses, confrontations tendues, rencontres dangereuses avec les forces de l'ordre. Daisy les a toutes affrontées de front. Mais cette intrépidité avait un prix. Les forces de l'ordre la surveillaient de près et elle a frôlé la mort à plusieurs reprises. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle s'en sortait toujours. Sa vivacité d'esprit et son refus de céder à la pression sont devenus sa marque de fabrique. Daisy Death Wish Donovan n'était pas une motarde comme les autres. Elle s'est imposée dans l'un des cercles hors la loi les plus brutaux et a gagné sa place grâce à sa ténacité. Son histoire ne se résume pas à une rébellion. C'est celle d'une femme qui a dû travailler 2 fois plus pour être prise au sérieux et qui, ce faisant, est devenue l'une des figures les plus inoubliables de l'histoire des Hells Angels. Kathleen Ray. Au milieu des années 1970, Kathleen Ray s'est retrouvée mêlée à des démêlés judiciaires et à une controverse lorsqu'il a été révélé qu'elle était membre silencieuse de la section d'Omaha des Hells Angels. Vous savez sans doute que cette section est réputée pour être l'une des plus impitoyables des Hells Angels. Et vous seriez surpris d'apprendre que Kathleen y a été admise. Après tout, les Hells Angels ne sont pas vraiment connus pour leur ouverture d'esprit. Prenons l'exemple du meurtre de Mary Kay Harmer dans les années 1970. À ce propos, saviez-vous que sans Kathleen, Mary serait encore en vie aujourd'hui? Et pas seulement elle. Qui sait combien d'autres personnes ont péri de la main de Kathleen, même indirectement? C'est là que le rôle de Kathleen au sein de la section d'Omaha prend tout son sens. En effet,
Les Hells Angels ont toujours cultivé une image hyper masculine et accordé à Kathleen une adhésion à part entière aurait nui à cette image. Thomas Edward Red. Nesbitt a donc imaginé une autre solution. Kathleen deviendrait le visage de la section. Concrètement, Nesbitt et les autres membres se servirent de Kathleen comme d'appât pour déstabiliser leurs rivaux. Pour parvenir à ces fins, Mary Kay fut invitée chez Nesbitt par Kathleen. Nesbitt était un voyou notoire, c'est le moins qu'on puisse dire, et Mary Kay, alors âgée de 19 ans, savait qu'il valait mieux l'éviter. Sans le faux sentiment de sécurité instauré par Kathleen, Mary serait peut-être encore parmi nous aujourd'hui. Les détails de l'affaire restent flous, mais voici ce que l'on sait. Dans les années 70, Mary Kay fut invitée chez Nesbitt par Kathleen et une autre complice. Elle y fut conduite sous prétexte d'une fête. Une fois sur place, la jeune Mary Kay fut droguée à l'alcool et aux drogues illicites, puis Kathleen et son complice s'éclipsèrent. On ignore les circonstances exactes du décès de Mary Kay et les propos qui ont poussé Nesbitt à la tuer. On ignore également les raisons de sa vengeance, mais les médecins légistes, se basant sur des preuves de traumatisme, ont conclu à des actes de torture. Cela suggérerait que Nesbitt a tenté de briser Mary Kay en lui proposant une place au sein des Hells Angels, peut-être similaire à celle qu'occupait Kathleen, mais qu'elle a résisté. Si Nesbitt a été arrêté et incarcéré, puis condamné, Kathleen, elle, est restée impunie. Ce fait tragique nous rappelle que les véritables responsables des disparitions et des morts liées aux Hells Angels sont souvent des personnes insoupçonnées, capables d'échapper facilement à la justice. Brenda Breakneck Brooks. Brenda Brooks fut l'une des rares femmes à se faire une place au sein des Hells Angels, une organisation dominée par les hommes et réputée pour ses activités criminelles violentes. Fondé en 1948, ce gang hors la loi est connu pour son code d'honneur strict, fondé sur la fraternité et la loyauté. Le mot-clé ici est « fraternité ». Les femmes y jouaient généralement un rôle secondaire. Pourtant, Brenda a bravé les préjugés, gravissant les échelons et s'imposant dans le monde des motards hors la loi. Les femmes chez les Hells Angels étaient souvent perçues comme des vieilles dames, considérées comme de simples compagnes de membres masculins ou des soutiens utiles au club. Elles n'étaient généralement pas au premier plan. Malgré cela, Brenda gagna le surnom de Breakneck, symbolisant son intrépidité et sa volonté de prendre des risques que d'autres n'auraient pas osé prendre. Son surnom témoignait de sa capacité à repousser les limites et à relever les défis, à l'image des autres membres du club, réputés pour leur bravoure téméraire et leurs activités illégales. La capacité de Brenda à s'imposer dans un environnement aussi hostile en dit long sur sa force et sa détermination. Loin d'être une simple membre passive, elle a fait preuve de la ténacité et de l'intelligence nécessaires pour gagner le respect au sein d'un groupe qui valorisait avant tout la loyauté et la force. Au fil du temps, elle est devenue une figure influente chez les Hells Angels, prouvant que les femmes pouvaient non seulement survivre, mais aussi prospérer dans un monde aussi impitoyable. Son histoire nous rappelle que, malgré la tradition dure des Hells Angels envers les femmes, il y a toujours eu des femmes comme Brenda qui ont défié les attentes, transgressé les rôles de genre et, finalement, tracé leur propre chemin au sein d'une organisation fondée sur la fraternité et la puissance. Jacqueline Kallenbach Sonny, Ralph et Christy, trois noms qui reviennent sans cesse lorsqu'on parle des Hells Angels. Après tout, ils étaient les membres fondateurs de ce célèbre gang de motards hors la loi. Bien que tous trois aient été impliqués dans des démêlés judiciaires, ils ont toujours affirmé que les Hells Angels défendaient des valeurs supérieures. Malheureusement, ils estimaient que ce n'était pas un lieu pour une femme.
Si les mentalités ont évolué et que les femmes sont aujourd'hui considérées comme plus ou moins égales dans le milieu des motards hors la loi, c'était loin d'être le cas à l'époque de Jacqueline. Comme beaucoup d'autres anciennes membres des Hells Angels, elle a dû se faire une place de l'intérieur, grâce à une relation étroite avec un membre masculin. Ce qui distingue Jackie de toutes ces autres femmes qui ont suivi le même chemin, c'est son addiction au pouvoir. On la trouvait toujours aux côtés d'un chef criminel ou d'un autre, et c'est ainsi qu'elle a trouvé sa place chez les Hells Angels. Née en 1957, elle épousa d'abord Christy Kinahan, un parrain du crime irlandais surnommé Dapper Don. Le couple se maria en 2001 et géra ensemble diverses entreprises, notamment des salons de beauté, des concessions automobiles et des entreprises de construction, principalement depuis leur domicile dans le Surrey, au Royaume-Uni. Leur union dura jusqu'en 2007. Après son divorce avec Kinahan, la vie personnelle de Jacqueline prit un tournant décisif. Elle entama une relation avec Louis Hageman, un membre néerlandais des Hells Angels, condamné pour de multiples meurtres. Le casier judiciaire de Hageman comprend les meurtres de Corinna Bollard et de ses 2 enfants en 1984, ainsi que celui de Joanne Wilson en 1985. Une affaire restée non résolue, faute de preuves suffisantes. Dire que Jackie était devenue accro au pouvoir serait un euphémisme. Elle avait toujours été associée aux Hells Angels et, après son divorce, elle fut exclue du groupe. Cela était sans doute lié à la réputation sulfureuse du gang de motards, réputé pour son exclusion des femmes, et n'avait rien à voir avec Jackie elle-même. Cependant, elle cherchait un autre moyen d'entrer en contact avec eux, et Hageman lui offrait cette possibilité. Ils s'étaient d'ailleurs rencontrés en prison. Elle a continué de militer pour sa libération et ils ont fini par nouer une relation étroite. Tout cela pour réintégrer les Hells Angels. Le soutien indéfectible de Jacqueline envers Hageman témoignait de son profond engagement, mais lui a également valu des critiques en raison de son passé trouble. Sa conviction de l'injustice de sa condamnation a persisté tout au long de leur mariage, reflétant une relation complexe avec le système judiciaire et ses fréquentations. Jacqueline Kallenbach est décédée en mai 2022 aux Pays-Bas, à l'âge de 64 ans, des suites d'une courte maladie. Sa vie, marquée par ses liens avec des criminels notoires, illustre la complexité et la controverse des relations au sein du crime organisé. Nina Cauchemar Nicholson. Nina Nightmare. Nicholson connaissait bien le monde impitoyable des clubs de motards hors la loi et s'est rapidement forgé une réputation de femme à ne pas prendre à la légère. Froide et calculatrice, Nina n'était pas une femme comme les autres chez les Hells Angels. C'était une force avec laquelle il fallait compter. Ayant grandi dans un quartier difficile, Nina avait connu les épreuves et cette résilience la prédisposait parfaitement au mode de vie brutal du club. Son surnom, Nightmare, lui venait de sa capacité à inspirer la crainte. Qu'il s'agisse de rivaux, de forces de l'ordre ou même de membres de son propre club, Nina savait manipuler les situations à son avantage. Dotée d'un esprit vif et d'un calme imperturbable sous pression, elle excellait dans l'art de naviguer dans le monde complexe du crime, de la loyauté et de la trahison qui caractérisait les Hells Angels. Gravir les échelons des Hells Angels n'était pas chose facile, surtout dans un milieu dominé par les hommes. Mais Nina n'était pas du genre à reculer. Dotée d'un esprit vif, de charme et d'une détermination sans faille, elle s'est imposée et a pris en charge les opérations les plus dangereuses et délicates du club. Au fil du temps, son influence s'est accrue et elle est devenue une figure reconnue pour son efficacité dans les situations les plus critiques. L'histoire de Nina témoigne de la force que peuvent déployer la détermination et la stratégie, même dans un monde qui a tendance à les sous-estimer. Terran R. Colwell.
À seulement 28 ans, Terran Colwell s'est retrouvée dans une situation très délicate. En avril 2021, elle a été désignée comme principale suspecte dans la mort mystérieuse de Roger Ridgway, âgé de 22 ans. Le matin précédant la découverte du corps de Roger, sa mère avait eu une altercation au Gord's Pub avec plusieurs membres des Hells Angels. L'incident a été attribué à la mère de Ridgway. Des témoins l'ont décrite comme étant fortement alcoolisée et harcelant les motards pour qu'ils la prennent en stop. C'était le 17 avril et Ridgway a été immédiatement appelé sur les lieux pour calmer la situation. Cependant, une fois sur place, il a lui-même eu une altercation avec les motards. Ridgway est arrivé au bar et a été frappé avec un objet contondant par Mandel L. Roy, un homme de 26 ans originaire de Minneapolis. Quel est le rôle de Terran dans cette affaire? Sous l'effet de l'adrénaline, elle s'est mêlée à la bagarre et aurait poignardé Ridgway, entraînant sa mort. La police a affirmé que Ridgway avait reçu plusieurs coups de couteau, confirmant ainsi la violence de Terran. Ce qui a rendu la mort mystérieuse, cependant, c'est que personne au pub n'a voulu témoigner en faveur de Ridgway. Il savait que s'il parlait aux détectives, ils seraient les prochains. Cela a paradoxalement beaucoup aidé Terran, qui a pu s'enfuir à Minneapolis. Finalement, elle a été arrêtée le 7 mai, après une traque intensive. Elle a mené les policiers dans une course-poursuite à grande vitesse avant d'abandonner son véhicule et de s'enfuir à pied. La police de Minneapolis l'a appréhendée et elle a été détenue à la prison du comté de Hennepin, en attendant son extradition vers le Wisconsin. Initialement accusée de meurtre, cet associé des Hells Angels a ensuite plaidé coupable de coups et blessures volontaires et de complicité de crime. Elle a été reconnue coupable de ces accusations et sa sentence a été fixée au 30 septembre 2022. Cet événement tragique souligne les dangers potentiels liés aux confrontations impliquant des membres de clubs de motards et les profondes conséquences que de telles altercations peuvent avoir sur toutes les personnes impliquées.